Bien, mes chers collègues, nous poursuivons notre matinée d'audition de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport. Nous sommes heureux d'accueillir l'AS Monaco en la personne de M. Oleg Petrov, vice-président, accompagné de M. Félicien Laborde, directeur général adjoint, M. Jérémy Cotineau, directeur de la stratégie et des projets, et M. Julien Crévelier, directeur de la communication et des relations publiques. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation à cette audition qui, je le rappelle, est diffusée en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Votre expérience au sein de l'AS Monaco sera précieuse pour les travaux de notre mission, alors que le football professionnel connaît une crise inédite dans son histoire. De Mediapro à Amazon, en passant par le Covid, je souhaiterais vivement entendre vos points de vue sur ce qui est en train de traverser aujourd'hui les clubs français. Votre témoignage sera également intéressant sur le trading de joueurs, qui est un poste de recette particulièrement important pour l'AS Monaco. Sans plus attendre, je vous laisse la parole pour un exposé liminaire d'une dizaine de minutes, qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec notre rapporteur de la mission, M. Cédric Roussel. Je vous laisse la parole. Monsieur Petrov en premier ? Tout à fait. Comme ça, oui. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, merci beaucoup pour cette opportunité. Je tiens à vous remercier pour votre invitation et c'est un grand honneur pour moi de rester ici pour m'expliquer sur le sujet si important. Aussi, j'aimerais dire que dans mon fonction de directeur de ASM, aussi comme le membre du conseil d'administration de LFP et de Association européenne de clubs de foot, je toujours souhaite d'exprimer mon témoignage pour faire le mieux pour le foot français, pour que le foot français puisse développer et arriver à la place méritée. Aussi, j'aimerais rappeler quelques points sur l'ESM. Premièrement, l'ESM est un club français, un club du championnat de France, qui fêtera ses 100 ans en 2024. C'est une grande période aussi, historique. Aussi, c'est un club avec une grande visibilité internationale. Aussi, c'est un club qui est très heureux de compter sur le soutien de Son Altesse Suprêmissime, Prince Albert, qui est aussi très important pour notre club, pour nos supporters, pour tout le groupe. AS Monaco a fait beaucoup, une histoire très chargée, avec des réussites, avec des succès sportifs. Selon beaucoup de recherches, c'est un club qui a une visibilité et une opinion très positive du côté des supporters. Aujourd'hui, nous avons une visibilité très forte à l'international. C'est peut-être un atout qui peut aussi aider à la valorisation du foot français pour tout le monde. Monaco est une unique marque et notre club aussi s'appuie sur cette fait, sur cette marque. Ça donne à Monaco une ère exceptionnelle, je peux dire comme ça, et ça nous donne aussi beaucoup de suiveurs. Maintenant, nous comptons sur 17 millions de suiveurs dans les réseaux sociaux. Ça nous place à la 12e, ça nous positionne à la 12e place après le Paris Saint-Germain sur le club français. C'est une grande réussite de notre groupe. C'est très important de souligner le rôle de notre président, Dmitry Rybolovlev, qui est arrivé pratiquement il y a 2 ans,
qui a investi beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent sur le club. Il est arrivé quand le club a été à la dernière position dans la 12e ligue. Il a réussi de le apporter pratiquement à le titre de champion en 2017. Monaco a classifié pour la compétition européenne 6 fois dans les derniers 8 ans, qui est aussi très remarquable. C'est aussi c'est très important de dire que cette année, nous avons commencé à utiliser le nouveau centre d'entraînement qui était un investissement incroyable de 50 millions d'euros. C'est un outil très moderne, ultra moderne, nécessaire pour l'avenir et pour aujourd'hui, pour le développement du jeune joueur qui fait partie de notre ADN. Aussi, nous sommes très heureux de voir le nouveau bâtiment d'académie, le Diagonal, parce que France, c'est le pays que nous savons, le marché qui produit beaucoup de talents jeunes. Et là, à Monaco, nous avons le savoir-faire de le faire très bien. Nous sommes très heureux de compter sur 5 champions du monde qui ont été produits dans notre club. C'est Lilian Thuram, Henry Henry, David Trezeguet, Emmanuel Petit et Kylian Mbappé. Monaco fait beaucoup pour le foot français, pour la connaissance, pour la reconnaissance du football français au monde. Aussi, comme le club, nous sommes un acteur économique important et actif en Principauté et pour la région de Alpes-Maritimes, avec 300 collaborateurs qui travaillent pour le club. Comme le groupe, nous sommes très actifs et je pense que nos ambitions, notre volonté de développer aussi font beaucoup pour les régions, pour Principauté, pour le club de développer ensemble. Donc, je voudrais de finaliser, de dire que, à mon avis, le marché de France, sans le pays, a les perspectives incroyables pour le foot, qui mérite beaucoup. Je pense que France est capable de non seulement pas est capable, mais doit arriver à la position plus forte sur le foot européen, sur le foot mondial, parce que c'est une source incroyable de jeunes talents. C'est connu que France produit plus et derrière, après le Brésil, le marché qui produit plus de jeunes talents. Nous le voyons pratiquement sur chaque match, même avec les Ligues des Nations qui a passé. L'intensité, les styles de jeu, les forces que l'équipe de France a montré. Je pense que c'est un pays qui vraiment doit arriver à haut niveau, à première place, à deuxième place. C'est vraiment le marché top. C'est la position que France méritait. C'est ma opinion individuelle. C'est un pays de 68 millions de population, avec beaucoup de licenciés sur le foot, avec beaucoup de passionnés. Pays qui a produit Kylian Mbappé. Et je pense qu'il y a toutes les possibilités pour France de arriver là, et c'est notre devoir de chaque club, de chaque dirigeant, de faire le maximum pour garantir que France soit à la position qu'il mérite. Donc je pense que nous devons travailler pour arriver là. Et de mon côté, je voudrais vous remercier pour cette opportunité. J'espère que j'ai pu vous expliquer un peu mieux sur le sujet comment nous travaillons. Et donc, je suis à votre disposition, à vos questions. Merci beaucoup. Je
Monsieur le rapporteur, quelques questions à poser? Directement, il me passe le ballon, le président. Donc merci à tous les quatre. Merci, monsieur Petrov. Juste, déjà avoir votre... Vous avez dit quelque chose sur l'attractivité à l'international, en fait, du club, de l'AS Monaco. Au cours de nos auditions avec la LFP, entre autres, on a vu que, puisqu'on parle d'un fait divers et le démarrage de cette mission reste donc la valorisation des droits TV et l'échec Mediapro, mais on a vu aussi qu'il y avait des points d'amélioration sur la commercialisation à l'international des droits TV de notre championnat de Ligue 1. Vous disiez que, et vous soulignez le fait que vous vous démarquiez par rapport, donc, en tout cas, dans un classement, alors je ne sais pas de quel classement vous parliez, mais en tout cas qu'il y avait une spécificité du club de Monaco sur ce rayonnement à l'international. Juste comprendre comment vous l'expliquez et qu'est-ce que vous avez développé qui pourrait être utile d'ailleurs à cet enjeu aussi de commercialiser, d'augmenter la valeur des droits TV et l'exposition du championnat de Ligue 1 à l'international. Est-ce qu'il y a des choses particulières dont vous pourrez nous parler? Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Donc, je pense que pour un club être pour un succès pour le club de foot, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Réussite sportive, c'est vraiment un facteur important parce qu'on peut parler beaucoup de développement et des technologies, etc., mais sans arriver à compétition européenne, sans pratiquement à gagner le titre, est très difficile. Et Monaco a réussi dans les dernières 8 années de montrer aussi les succès sportifs, comme le championnat de France, comme la compétition européenne, semi-finale et semi-finale et 4 finales de Ligue des Champions. C'est capital. Sans ça, le club ne peut avancer sur le scène internationale. Deuxième, je pense que la marque de notre club, comme aussi j'en parlais, la marque de Monaco, c'est peut-être un droit aussi, le brand, comme un club intéressant pour le monde aussi, parce que nous sommes uniques dans son sens. Nous sommes le club de la Ligue française. D'un côté, de l'autre côté, nous sommes le club de Principauté. Nous sommes le Principat de Monaco. C'est un pays international. Troisième, c'est notre académie. Je pense que notre savoir-faire, notre force est là. L'expérience et capacité de produire, de fournir le jeune joueur, le jeune talent. C'est seulement pas Kylian Mbappé. Il y a beaucoup d'autres jeunes talents. Même le nouveau joueur qui a ajouté l'équipe de France, Auriel Tchouameni, qui est arrivé à Monaco. Capacité de fournir le jeune talent, c'est notre fort marque. Et je pense que ça que le monde veut voir aujourd'hui, un foot agressif, foot actif, beaucoup d'action, beaucoup de dynamique. Et je pense qu'avec les joueurs que le club peut produire, avec le marque international et succès sportif, je pense que ce sont les facteurs que nous pouvons investir sur la promotion du foot français. Oui, je suis d'accord avec vous. Je pense que le foot français vraiment manque de visibilité à l'extérieur. Si nous voulons ça que se passe, par exemple, en Espagne, donc la première ligue d'Angleterre est une situation particulière, mais nos voisins comme Espagne, par exemple, ils ont
pas plus, beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de droits des supporters internationaux. Je pense que nous, comme le club français, comme le foot français, tout le groupe, la Ligue LFP, du point de vue des talents, du point de vue de jeu, de bonté de jeu, nous sommes capables de nous battre et c'est notre devoir de rêver ça. Parce que l'intensité, nous avons le nombre, les légendes, je pense que vraiment il manque beaucoup d'efforts. J'espère qu'aujourd'hui nous pouvons commencer ce nouveau effort et je veux dire, et peut-être nous pourrons discuter plus tard aussi, il y a une grande initiative de l'FP, de Fédération de foot, pour valoriser le foot français comme le produit, comme on dit. Je pense que cette très bonne initiative, c'est urgent, parce que le temps est court. Nous aurions dû le faire peut-être il y a peu. Malheureusement, ce n'est pas passé. À raisons différentes, je n'étais pas là à ce moment, mais aujourd'hui, on doit faire ça. Désolé. Oh. Une des premières objectifs de la mission est déjà d'évaluer, de diagnostiquer ce qui s'est passé et les conséquences financières, sociales du retrait de Mediapro. Très concrètement, quel a été l'impact de la baisse des droits TV est-ce qu'il y en a eu, et si oui, lesquels, sur le modèle économique, en tout cas, on va dire la saison peut-être passée, et quel est le taux de dépendance que vous avez vis-à-vis des droits TV, et également, mais ça dans un deuxième temps, que vous parliez concrètement du trading, et de la part de trading dans votre modèle économique, parce que souvent, et dans les discussions, les auditions qu'on a pu avoir, était donné en exemple sur une variable trading qui serait dépendante au modèle économique. L'exemple de Monaco a été mis en avant, enfin par une personne qui... donc là, c'est l'occasion que vous nous disiez concrètement de quoi il s'agit, pour qu'on comprenne déjà quelles sont peut-être aussi les réflexions que vous avez en termes d'évolution du modèle économique du club de l'AS Monaco pour les prochaines années. Merci. L'impact de Mediapro était dramatique, je peux dire comme ça, pour tous les clubs, pour Monaco aussi. C'était une période très difficile qui même continue. Si je me souviens bien, je pense que le club a perdu 65 millions d'euros, qui est un montant très, très, très important. En gros, comme vous savez bien, le système, le modèle économique de foot, en général, ce n'est pas très facile pour réussir le succès sportif et le succès économique. C'est vraiment un talent pour beaucoup de facteurs, beaucoup d'efforts doit être excellent. Dans le monde idéal, je peux dire que le succès économique et sportif n'est pas facile d'arriver, mais dans la situation économique de crise, en particulier, la situation des Mediapro, c'était un effet dramatique. Pour Monaco, c'était une perte financière de 65 millions, aussi le billetterie à cause de Covid. Aussi, le problème était avec l'impact négatif sur le marché de notre joueur, parce que, comme vous avez dit, le trading était un élément important de l'ASM. Oui. Et ça, pour Mediapro, et pour nous être effectif, il y a trois éléments pratiquement qui
nous devons réussir, c'est le succès sportif. Pour nous, c'est Champions League, Ligue des Champions, qui est aussi pas toujours facile, Champions League. Le deuxième est de droit télé. Sans droit télé, pour Monaco, est très difficile sans participation d'actionnaires, parce que droit télé font une grande partie importante. Pour remplacer le droit télé, il faut arriver peut-être à un niveau plus haut de championnat, qui n'est pas facile, ou à faire le trading, qui aujourd'hui, avec le Covid, avec le reste, est aussi très difficile. C'est pour ça que cette situation de Mediapro était très, 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 très grave. Du côté du trading, nous avons changé, nous avons ajusté notre politique. Monaco est connu pour beaucoup des affaires que Monaco a fait à l'époque avec les joueurs. Je pense que c'est le résultat de notre savoir-faire, notre expérience. Mais aujourd'hui, comme le monde progresse, comme il y a beaucoup de compétitions et beaucoup de clubs essayent de répliquer ce succès, le succès sportif est capital, est primordial. En arrivant à succès sportif, nous pouvons aussi profiter de ça pour faire le trading. Ce n'est pas le trading qui est en front, c'est le réussite et succès sportif qui est à front. Et en arrivant à deuxième, troisième, je ne sais pas, première position dans les championnats, ou Ligue des Champions, ça donne possibilité à club de aussi faire le trading des joueurs. Premièrement, aujourd'hui, pratiquement, c'est notre position à classement à France et à compétition européenne. Et le deuxième, comme le résultat de nos efforts, c'est le trading. C'est la situation aujourd'hui. Mais dans cet contexte, le télédroit est extrêmement important, parce que sans télédroit, toujours compter sur le trading ou compter sur le position très haut, 12e, première dans le championnat français, beaucoup de risques. Parce que c'est pour ça que je pense que pour tout le club, le télédroit est un facteur critique. Donc on en est à une quarantaine d'auditions. Donc on a interrogé plusieurs présidents de clubs, la LFP bien sûr. Il y a des groupes de travail et des sujets qui n'étaient pas évoqués avant Covid parce qu'un peu entre guillemets tabou et qui ressortent parce qu'il y a des difficultés financières dues à la crise Covid et due aussi pour le football donc à une couche supplémentaire qui est le retrait de Mediapro, donc la baisse des droits TV. Et du coup, ça amène, et c'est l'objet de cette mission, à organiser un débat sur une réflexion d'évolution des modèles économiques. Et il y a deux points qui sont mis en avant. Une réflexion sur le salary cap et une deuxième sur l'encadrement de l'effectif. Je voulais connaître votre position, en tout cas, sur ces deux variables, dont la seconde, et c'est ça que je voulais comprendre, ou plutôt vous poser les questions, dans une activité de trading, est-ce que vous voyez ça comme un point négatif, ou en tout cas de votre point de vue, de votre modèle économique, ou parce que on a entendu aussi que vous mettez comme moteur, j'ai envie de dire, comme point principal, le spectacle sportif et la performance sportive. Donc, voilà, compte tenu de votre modèle, est-ce que l'encadrement de l'effectif, votre sentiment sur cette mesure-là, et deuxièmement, donc, le salary cap, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Donc, la parole circule, hein, monsieur.
Donc, vraiment, le foot français passait pour la crise et encore passe pour la crise. Et il y a discussion comment faire face à ça. Et salary cap est une des questions qui est discutée. Notre position sur ça est, je pense, comme une idée, c'est une idée qui peut être étudiée. Je pense que pratiquement le masse salarial pour le club comme Monaco est significatif. En gros, à l'époque, dans la dernière année, je pense que beaucoup de clubs, à tout le monde, a augmenté le masse salariale. C'est un problème, je peux dire comme ça. Mais la façon comment faire, comment placer la masse sur le contrôle, je pense que ce n'est pas, je ne sais pas si c'est réalisable, c'est la question, parce que pour nous, pour implémenter, pour faire cette initiative, tout le monde pratiquement doit faire le même, pas seulement en France, mais au moins en Europe, parce que s'il y a quelqu'un qui offre les conditions mieux aux joueurs, cette club automatiquement sera plus compétitif. Je pense que comme une idée, c'est être actif, nous avons l'intérêt, mais l'implémentation, c'est un défi. C'est un défi. Concernant l'encadrement de joueurs, je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. De notre côté, nous avons fait beaucoup d'efforts de baisser le numéro de joueurs de contrat dans notre club. En gros, je pense que de façon générale, c'est une bonne idée de contrôler, de faire le contrôle sur le club de foot, parce que c'est un métier très compliqué. Très compliqué. Je pense que DNCG fait beaucoup de travail et a un rôle important et fait travailler bien, je peux dire comme ça. Normalement, classiquement, il y a 25 joueurs qui pratiquement font le travail et couvrent 99% de matchs. Aussi, sans beaucoup de joueurs, c'est bon pour le temps de jeu, pour le foot, pour l'activité, pour l'attractivité. Donc, je suis en faveur de cette initiative. Aussi, j'aimerais dire autrefois, en répondant à votre commentaire, que pour nous, performance sportive et succès sportif aujourd'hui est pratiquement est plus importante que le trading des joueurs. Et aussi, le trading des joueurs aujourd'hui, dans cette situation de crise de post-Covid, le marché est délicat. Le marché est compliqué et je pense qu'en gros, avec beaucoup de compétitions, compter sur le trading, aujourd'hui, ce n'est pas facile. Je pense que la source principale, la source qui garante l'effectivité du club doit être droit télé. Droit télé, succès sportif et après le trading. C'est ça comment nous pouvons valoriser, nous pouvons classifier les groupes. Pour rebondir sur votre dernier commentaire, donc vous êtes membre de la LFP, il y a le sujet du conseil d'administration, hein, c'est ça. Donc, juste a été évoqué, me semble, il y a quelques semaines, voire quelques mois, et acté le sujet de création d'une société commerciale pour la commercialisation la gestion des droits TV. Commentaire de votre part sur ce que vous avez voté pour, si oui, quelles sont les raisons? Oui, monsieur le délégué, nous souhaitons cette initiative, la création de sociétés. Je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée aujourd'hui pour découvrir le nouveau fonds d'investissement. Je pense qu'on doit avoir une société, un groupe très actif
très actif avec une bonne gouvernance, aussi rapide, flexible, et aussi je pense que c'est le demande de l'OTAN. C'est le demande de l'OTAN. Et ça que nous voulons sur les pays, sur nos voisins, c'est ça comme ça se fait normalement. LFP a voté pour cette initiative. Comme je sais, cette idée aussi a été soutenue pour l'Assemblée nationale. Je pense que c'est une passe correcte. Je pense que pour plus rapide que nous commençons à implémenter, à faire, c'est mieux. Je soutiens complètement. Je pense que sans société commerciale, ce sera difficile d'avancer rapidement. Et aujourd'hui, on doit avancer rapidement. En fait, oui, elle a été encadrée, surtout à l'Assemblée nationale. Parce que, effectivement, c'est un produit, le sport, dans notre pays, qui est un bien particulier, pas un bien commercial comme les autres, dans le sens où il y a une subdélégation de cette commercialisation qui est donnée initialement par le ministère des Sports aux fédérations et par ricochet à la Ligue. Donc c'est un bien particulier, un bien plus commun que les autres, même si c'est un bien commercial. Mais on comprend, et effectivement parce qu'on a eu des échanges avec les acteurs, qu'il s'agit d'un outil qui permettrait de conforter la valeur des droits audiovisuels qui ont été mis en péril. Mais c'est qu'un outil. Ce que je veux dire, c'est il y a eu aussi, on a entendu, donc notamment de la part des acteurs de la AFP, mais de quelques présidents de club aussi, cette demande d'allonger la durée du contrat de commercialisation, entre autres, et aussi... alors, on va commencer par cette question. Je parle doucement parce que, merci encore une fois de vous exprimer en français, mais on va commencer par cette question et après j'en aurai une. Déjà sur l'allongement de la durée de contrat. Je pense que l'allongement de la durée des contrats, c'est très important. Je suis complètement pour cette initiative. Ça, tout que nous connaissons, tout que nous voyons dans le monde, et normalement, les diffuseurs, ils profitent des longs termes de contrats parce que ce secteur de diffusion, des publics, des supporters en France, supporters pour tout le monde, est tellement compliqué pour arriver à ce groupe avec proposition, avec idée, avec diffusion pour 3 années, je pense que c'est très court. Parce qu'aujourd'hui, le diffuseur commence, après une année, deuxième, et pratiquement la fin. Ce n'est pas possible. Je pense que pour établir quelque chose de solide, pour bâtir vraiment une performance, donc un spectacle pour la population qui nous parlons de millions de personnes. Je pense que 3 années ne marche pas. On doit avoir la durée plus grande. Je pense que c'est ça que nous voyons aux États-Unis. Aux États-Unis aussi, parce que aussi le monde change rapidement, avec beaucoup de jeunesse, avec changement des pratiques de consommation des produits. Aujourd'hui, on parle de monde vertical, comme les gens regardent le match télé dans l'iPhone, pas horizontal, mais pratiquement vertical. Beaucoup de choses vont changer. Je pense que les chaînes nouveaux comme Amazon et autres diffuseurs, ils arrivent à un monde de foot aussi pour investir, pour être là pour beaucoup de temps. Je pense qu'aujourd'hui, faire un contrat de 13 années est vraiment très court. Je pense qu'on doit chercher, trouver
le partenariat avec le groupe, les diffuseurs, pour le période plus grand. Je pense que des années, je pense que c'est la seule possibilité d'investir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements nécessaires. Et nous aussi, nous devons compter sur le changement qui vont passer après le contrat. C'est très important. Pour revenir sur l'affaire Medapro, mais plus généralement sur les appels d'offres concernant l'attribution des droits TV, avec du recul, il y avait aussi bien sûr une réflexion sur l'échelonnement des paiements, puisque la crise Mediapro, qui a débuté par un non-paiement des droits, en tout cas des redevances à la LFP, a tout de suite fragilisé donc les modèles économiques des clubs de foot qui ont une trésorerie assez tendue. Tendue, ça veut dire une faible trésorerie. Donc, du coup, les dates de règlement ou les comptes et aussi le problème des garanties ont été, bien sûr, logiquement soulevés. Quel est votre point de vue sur cet dernier appel d'offres? Est-ce que vous pensez que l'appel d'offres et le dernier appel d'offres d'Amazon, vous voyez des évolutions? Est-ce qu'il vous satisfait davantage en termes de garantie, en termes de proposition de produits, que le dernier appel d'offres, donc en tout cas qui avait lieu et gagné par Mediapro? Dans le cas d'Amazon, je suis satisfait avec l'appel d'offres. On doit remarquer que cet appel d'offres a été fait dans une situation compliquée, délicate aussi. Ce n'était pas facile pour la Ligue et pour la direction de la Ligue de le faire. Il y a toujours opinions différentes, mais je pense que le résultat est bon. Ah oui, vrai, ce sera parfait peut-être de recevoir plus d'investissements, mais je pense que c'était très important d'échanger, d'arriver à un changement. Je pense qu'Amazon est un partenaire bon, intéressant, et je pense que nous sommes seulement au début de cette journée. Je pense qu'en avenir, Amazon va donner beaucoup de privilèges, beaucoup de propositions intéressantes. Concernant l'appel d'offres de l'époque de Mediapro, peut-être mes collègues le pourraient là, à l'époque, j'ai commencé mon travail comme le vice-président du club. J'ai vu beaucoup de discussions autour de ce contrat. Avant le contrat, il y avait un peu de doute, il y avait aussi opinion favorable, mais je pense que la façon comme était géré était délicat et compliqué. Concernant la garantie, donc ça que nous avons vu, comme cette situation du Mediapro est inacceptable pour un marché tel grand qu'en France. Le club français ne peut pas perdre tel grand investissement, tel grand argent. Je pense qu'il serait très important d'avoir quelques formes de sécurité. Peut-être c'est un paiement en avance ou peut-être delayed. Oui, Décalé, mais ce n'est pas possible de laisser le club français sans droit à télé. C'est très clair. Je pense que ça que c'est fait, Amazon comme partenaire et le reste de diffuseurs qui reste, c'est un modèle stable et je pense que pour le futur, on doit améliorer, sans doute. Alors, juste, je termine sur les droits TV. Est-ce que vous avez des commentaires sur la répartition actuelle des droits TV? Est-ce qu'elle vous semble satisfaisante aujourd'hui ou est-ce que c'est un sujet de discussion que vous souhaiteriez avoir ou que vous avez avec les autres membres
du conseil d'administration de la LFP notamment? Oui, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits. J'ai fait partie. J'ai fait partie de la discussion. La façon comme la Ligue fonctionne aujourd'hui est bon. Beaucoup de choses, toutes les choses ont discuté. On discutait au niveau du conseil d'administration et après avec tous les clubs. Il n'y a pas de sujets secrets qui sont discutés à côté. Tout est exposé. Je pense que c'est vraiment une façon démocratique quand chaque club peut s'exprimer. C'est pour ça, oui, j'ai expliqué, j'avais possibilité d'être pour ou contre. C'est pour ça que je représente Monaco et je suis satisfait. J'avais peut-être une dernière question, Monsieur le Vice-président. En 2013-2014, quand j'étais rapporteur spécial des crédits du sport, j'ai eu l'occasion de m'intéresser un petit peu à certaines questions fiscales sur les clubs de football en particulier. Puis on a fait un rapport sur la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur avec un collègue député, Gwenaël Huette, à l'époque. Il y avait à l'époque un débat sur la question de la taxe à 75% sur les joueurs qui gagnaient plus d'1 million d'euros. Et bien évidemment, certains clubs à l'époque s'étaient émus qu'il y ait une différence de traitement entre l'ensemble des clubs français qui sont dans le championnat de France et l'AS Monaco. Alors vous avez dit que c'est un club français depuis 100 ans, inscrit au championnat de France, mais qui effectivement, de par le fait qu'elle ait son siège social à Monaco, ce qui est normal, n'est pas soumise à la même législation fiscale ou sociale que les autres clubs. Et à l'époque, j'avais estimé à la louche, donc là on était dans les années 2013-2015, hein, c'était avant bien évidemment que vous soyez en responsabilité, la distorsion de concurrence entre un club du championnat de France qui a son siège en France et l'AS Monaco à environ 50 millions d'euros, fiscal et social. 50 millions d'euros de différence. Alors bien évidemment, ça crée des tensions, vous le savez. Hein, il y a eu Frédéric Thirier d'ailleurs à mener une action en justice. Vous avez gagné en justice au Conseil d'État sur la question du fait qu'on ne pouvait pas imposer à l'AS Monaco d'avoir son siège social en France. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à vos collègues, vous sentez encore qu'il y a des tensions, peut-être des reproches qui sont faits à l'AS Monaco du fait de sa situation fiscale et sociale ? Non, je ne sens pas la pression. Je n'étais pas là à ce moment que vous avez mentionné. Monaco, c'est un club monégasque qui travaille selon le loi monégasque. Aussi, Monaco paye les charges sociales, les charges gouvernementales et toutes les charges à Monaco. Deuxièmement, Monaco est très très impliqué à le système français de foot et des joueurs. Toute notre académie pratiquement est française. Tous les jeunes joueurs qui viennent, parce que la France a tellement beaucoup de talents jeunes que tous les gens sont français. Deuxièmement, pratiquement peut-être plusieurs de transferts que nous avons fait viennent de France, comme je peux dire les noms, les comptes Ruben Aguilar, Tchouaméni, Fofana, pratiquement tout. Vous savez, c'est très intéressant parce que économiquement, peut-être ça vaut le coup de chercher les joueurs à l'extérieur, mais quand je donne donc le ordre à mes scouts de chercher les joueurs, je ne sais pas, Brésil, Argentine ou peut-être à autre pays. Et à France aussi, finalement, le candidat final, en gros, il vient de France. Il vient de France parce que c'est le source de talent. Je pense que si nous comparions Monaco avec l'autre club français, je ne sais pas, nous partageons les défis économiques de la même façon.
de la même façon parce qu'il y a la base salariale, il y a l'ambition d'arriver à 12e place, toujours parce que c'est fait partie de notre modèle économique. Nous ne sentons pas que nous pouvons peut-être profiter de notre privilège, nous sommes peut-être plus forts dans ce sentiment. Je pense que cet détail particulier donne à nous une chance d'être compétitifs. Je pense que sans ça, ce sera très difficile. Alors, je vais témoigner en tant que maralpin, habitant des Alpes-Maritimes et habitant à Nice. Juste pour mon collègue, il faut savoir qu'il y a 30 000 maralpins, donc c'est-à-dire en dehors français, en dehors de Monaco, qui vont travailler à Monaco. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la réalité, c'est que Monaco fait partie des Alpes-Maritimes et de la vie économique et sociale. Et je dis ça parce qu'il y a 3 jours, j'étais à une réunion justement pour faire la promotion d'une initiative du président sur le passeport, et que justement il y a le sujet aussi d'aider les jeunes Français les plus fragilement, financièrement en plus en fragilité, pour leur permettre de faire du sport partout dans les Alpes-Maritimes et aussi dans des clubs à Monaco, parce qu'ils reçoivent donc des licenciés, en tout cas des pratiquants de sport français. Donc c'est vrai que quand on est sur le terrain, et même dans nos politiques, on voit donc les effets vertueux qu'il peut y avoir donc d'échanges avec Monaco. Mais j'en viens en fait parce que justement à la question de l'investissement en France et l'attractivité de l'investissement en France. Vous avez parlé d'un investissement donc de 50 millions d'euros sur votre centre de formation qui se situe d'ailleurs à la Turbie. Donc c'est en France. Mais ce que je veux dire, c'est quel est l'objectif, mais surtout parce que, j'allais dire, votre club et les actionnaires sont étrangers. Quelles sont les motivations, puisque et quelles sont qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'intérêt d'investir en France? C'est pour un peu nous faire du bien aussi, parce qu'il y a quand même des gens qui investissent dans le foot. Mais c'est vrai que je pose cette question parce que nous souhaiterions et nous nous interrogeons sur peut-être l'insuffisance d'investissement français ou je dirais d'acteurs français dans particulièrement le foot français. Donc, est-ce que vous avez des choses à nous dire déjà de nous dire quelles étaient les motivations et pourquoi c'est bien d'investir en France quelque part? Merci, monsieur le député. Merci aussi pour votre soutien, pour tout que... Et en même temps, c'est des questions que se posent les autres clubs français. Hein. Donc nous, on n'est qu'une caisse de résonance. Hein. Voilà, moi, je ne défends aucun territoire, mais voilà. Mais l'intérêt général du football français, dont l'AS Monaco fait entièrement partie. Oui, Nice fait partie de la France, hein, on est bien d'accord, même si c'est le dernier compteur attaché. Quand notre président est arrivé à France, il a garanti l'investissement de 100 millions d'euros immédiatement. Et après, il a investi davantage, de façon incroyable. Et c'est très important de souligner qu'il n'a jamais retiré moindre l'euro du club. Donc, nous avons investi dans le centre de performance 50 millions et le niveau d'investissement à le club a été énorme. Donc, nous avons le raison. Le président est passionné de foot. Et quand il est arrivé, le club a été dans la dernière place, dans la deuxième ligue. Le perspective, le futur du club français aussi est énorme. C'est pour ça que notre président a investi, a fait l'investissement, parce que l'avenir est grand.
avec le championnat que nous connaissons, avec le titre de champion du monde. Et ça vraiment demande d'investissement sur les joueurs qui viennent de France, sur le centre d'entraînement il y a encore des travaux. Aussi, nous cherchons si nous parlons d'investissement, encore il y a besoin d'autres terrains pour notre académie aussi, qui Monaco est limité. Maintenant, nous avons intérêt, nous avons des besoins, pas seulement d'intérêt, de grandir notre infrastructure sportive. On parle d'un droit français à notre côté. Et ce n'est pas facile de trouver. De notre côté, il y a grand intérêt de le faire. Donc, nous avons le système de scout. Donc, notre ami et collaborateur français qui habite à villes et places différentes de France, qui visitent le stade, etc. Notre implication sur le système français est grande et nous faisons partie et nous avons intérêt de continuer à investir. Nous avons désolé. Non, j'avais juste une dernière question ou remarque. Vous avez insisté sur le contrôle. Et effectivement, c'est une question en tout cas que nous posons régulièrement sur un renforcement du contrôle ou une réorganisation du contrôle qui se fasse plutôt sur un mode supervision avec pourquoi pas une autorité qui soit indépendante mais transversale, qui inclurait donc sous l'autorité de l'État, mais qui serait, j'ai envie de dire, en supervision plus large sur les sujets audiovisuels, parce que c'est important économiquement, mais pas que, sur, je dirais, aussi des contrôles du salary cap, des charges aussi, et surtout une aide à la supervision des investissements dans les infrastructures. Donc, je dirais une supervision-contrôle qui puisse permettre peut-être d'être plus efficace et surtout d'anticiper d'éventuels problèmes qui ne seraient pas vus par les seuls acteurs peut-être du foot, qui ne sont pas des professionnels de l'audiovisuel, qui ne sont peut-être pas des professionnels aussi, j'ai envie de dire, de toutes les évolutions économiques. Est-ce que un renforcement du contrôle de cette manière-là est quelque chose qui vous semblerait peut-être utile dans la réflexion? Donc, contrôle est important. Il y a des contrôles aujourd'hui de partie de NCG. D'un côté, de l'autre côté, c'est aussi important de laisser investisseurs possibilité de développer le business, les affaires. On ne doit pas tuer l'investissement avec un excès de contrôle. Je pense que c'est un métier délicat. C'est un métier délicat, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense qu'il faut se pencher sur le sujet du contrôle. Peut-être c'est une piste à étudier. Peut-être mes collègues peuvent aussi ajouter. En effet, on peut ajouter qu'il y a énormément de contrôle entre le fair play financier et la DNCG. En fait, le club est audité et c'est un peu la spécificité du football comparé à une autre entreprise. C'est qu'une entreprise classique est auditée chaque année. Le fameux bilan, le foot, c'est toutes les semaines, tous les mois où il y a de nouveaux documents à envoyer à l'UEFA, à la fédération, à la Ligue. Donc il y a un contrôle qui est permanent. Après, comme le disait M. Petrov, on est bien sûr ouvert à la discussion pour notamment discuter du contrôle, comme vous l'avez dit, monsieur le député, des infrastructures. Il y a certains organes qui ont été mis en place par la Ligue, qui est par exemple la licence club. L'idée de la licence club, c'était d'aider les clubs qui investissent.
C'était notamment, ça a été mis en place il y a quelques années pour dire, voilà, il y a des clubs qui prennent les droits télé, qui investissent tous tout l'ensemble des recettes dans les contrats des joueurs et n'aident pas vraiment au développement. Et il y a des clubs qui investissent bien sûr sur leur masse salariale, sur leur équipe, mais qui investissent aussi dans les infrastructures dont fait partie bien sûr l'AS Monaco et d'autres clubs en France. Donc la licence club a été un des organes. Il y en a peut-être d'autres qui peuvent justement aider les clubs qui investissent dans les infrastructures et dans la pérennisation et dans le développement du football. Bien, messieurs, il nous reste à vous remercier chaleureusement, d'abord pour votre disponibilité, puis les réponses auxquelles vous avez apportées à la mission parlementaire. Donc on ne manquera pas de revenir vers vous pour les conclusions et vous rappeler qu'il y a une consultation citoyenne sur le site de l'Assemblée nationale pour demander leur avis aussi à nos concitoyens sur l'avenir des droits télé dans le sport. Merci beaucoup à vous, monsieur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur, pour cette opportunité.